Salut à tous les amis, aujourd'hui donc lundi, nous allons parler de record de triple-double et donc de Russell Westbrook, de Magic Johnson et de Oscar Robertson. Une bien belle vidéo de comparaison avec beaucoup de choses à dire mon cher Erwan. Extrêmement de choses à dire. C'est honteux. Ah oui, mais merci en régie de me rappeler ce dimanche soir douloureux alors que jusqu'ici j'avais passé un excellent week-end. Passons à autre chose, passons au début de semaine et passons à la NBA. Donc oui, quand tu énumères ces trois personnages, évidemment des monstres de triple-double, mais trois profils complètement différents. Tout à fait. On va parler de leur profil, on va faire des petites comparaisons. On va d'abord commencer par être factuel, puisque samedi soir, dans une victoire 126-123 contre les Pelicans, Russell Westbrook, avec ses Houston Rockets, a fait un triple-double de haute volée, 28 points, 13 passes et 10 rebonds, pas mal. Russell Westbrook, une nouvelle victoire donc de Houston dans ce début de saison NBA. Première victoire de ces Houston Rockets. On parlera aussi de son association avec James Harden dans quelques minutes, mais nous allons surtout sur l'information principale. Il dépasse donc avec ce triple-double Magic Johnson avec un total de 139 triple-doubles en carrière. Regardez-moi ça, ce petit classement, le top 5 des joueurs qui ont fait le plus de triple-doubles dans leur carrière. Donc Oscar Robertson est à 181, c'est énorme. Magic était à 138, Jason Kidd 107, Will Chamberlain un pivot 78. Bref, voilà un top 5 qui donne des idées, hein, avec beaucoup de bons joueurs. Ouais, pas mal, il y a moins de voyager avec cette équipe. Ouais, c'est clair, un 5 majeur intéressant. Je pense qu'au niveau des pertes de balles, je pense que tu peux être plutôt pas mal. Absolument. Allons sur Russell Westbrook, donc, qui, avec ce triple-double, rentre encore un peu plus dans l'histoire. On rappelle que ces 3 dernières saisons, il était en triple-double de moyenne, et que personne ne l'avait jamais fait, puisque Oscar Robertson était le seul à avoir fait une saison en triple-double. Magic Johnson, lui, n'était pas très loin. Alors, quelles sont tes premières impressions quand tu as eu cette information dans la nuit? Il a fait ce qu'on pensait irréalisable. Déjà, il y a 3 ans, franchement, quand on a grandi, même si on a 10 ans d'écart, toi et moi à peu près, quand on a grandi, on se disait, quand on étudiait l'histoire du basket, on se disait, ce qu'a fait Oscar Robertson, c'est impossible à faire. Parce que le triple-double devenait quelque chose finalement d'exceptionnel. On voyait des Jason Kidd faire des choses incroyables, on voyait des LeBron faire des choses incroyables. Mais on se disait qu'une saison de moyenne en triple-double, c'était impossible. Franchement, moi, de mon vivant, je ne pensais pas être capable de voir ça. Il a remis au goût du jour, il a banalisé même cet exploit de faire un triple-double. Parce que déjà, faire un triple-double dans une carrière, c'est déjà énorme. Lui, il l'a banalisé, il l'a fait 1 saison, 2 saisons, 3 saisons d'affilée. Donc en ça, c'est un joueur unique à part qui a remis au goût du jour quelque chose qu'on pensait impossible. Enfin, il l'a remis au goût du jour, lui, hein, parce qu'il n'y a personne qui est capable de le faire. Même si LeBron s'en rapproche, et que LeBron, on sait que c'est le roi des presque triple-double. Tout à fait. Sachant qu'en ce moment, nous sommes dans une ère de triple-double. Quand tu as dit ça, l'une des choses qui m'est venue dans la tête, c'est Doncic, qui donc là a fait son 9e triple-double, 7e triple-double, 9e, je sais plus, 9e triple-double. Donc c'est le 9e, hein, c'est le joueur de moins de 21 ans, devant LeBron par exemple, qui a fait le plus de triple-double. Donc on est aussi dans une ère où, post-LeBron, j'ai envie de te dire, Kevin Durant a évolué aussi dans sa carrière vers du rebond et de la passe, où les joueurs ont ça en tête, ce qui était beaucoup moins le cas à l'époque de Michael Jordan, où dans l'ère post-Jordan, eh bien, les joueurs cherchaient à scorer avant tout. À l'époque, même Magic Johnson et Michael Jordan, donc quelques années plus tard, c'était une ligue de spécialistes un petit peu. Il y avait un meneur. Il y avait Larry Bird qui était capable. Il y avait Larry Bird, mais je te dis, tu me sors un exemple, un contre-exemple. Bien sûr. Mais la plupart, il y avait le scoreur, le shooter, le défenseur, le rebondeur. C'était un basket un petit peu plus cadré, avec chacun connaissait un petit peu son rôle. Aujourd'hui, dans un basket un petit peu plus de all-around. On n'a qu'à voir le dernier MVP en date, Giannis Antetokounmpo, qui lui aussi est un touche-à-tout. LeBron, maintenant depuis 15 ans dans la ligue, et évidemment Russell Westbrook. Tout à fait, Russell Westbrook. Alors, on va aller tout de suite sur les comparaisons entre les 3 joueurs, parce que c'est ça qui nous intéresse. Vous connaissez un peu nos avis sur notre avis un peu général sur Russell Westbrook. Le but, c'est évidemment, c'est pas de le démonter. Il vient de faire un truc tout à fait exceptionnel, donc là, on lui rend plutôt hommage. J'ai l'impression. On vous connaît, les fans de KC, enfin les fans de Houston maintenant, ceux qui suivent notre ami Russell Westbrook. Donc, on va aller dans les comparaisons entre ces 3 joueurs, les deux avec Westbrook, et ensuite on ira sur le scoring, sur le rebond, sur les passes, c'est ce qui nous intéressera. Alors allons sur la première comparaison, il vient de dépasser Magic Johnson. Alors on s'est intéressé au style de jeu de Magic et de Russell Westbrook. Voilà quelques chiffres avancés qui nous intéressaient. Donc d'abord, très simplement, donc 139 triple-double contre 138, avec 80 matchs joués en moins pour Russell Westbrook. On voit fin 36 ans pour Magic Johnson, on enlève évidemment ses 4
autre année où il n'a pas joué entre 92 et 96. Ça fait 4 ans. Ouais, Ça fait 4 ans. Allons dans les stats un peu plus avancés. Le pourcentage d'usage, pardon. Donc c'est le pourcentage de ballons joués par un joueur. Et on voit que Russell Westbrook utilise beaucoup plus le ballon que Magic Johnson. Son pourcentage de passes, qui est à peu près similaire. Et enfin les win shares. Donc un espèce de chiffre pour vous donner le nombre de victoires qu'apporte un joueur à une équipe. On voit que Magic est tout en haut dans la liste all-time. Et Russell Westbrook est un peu plus bas. Là, la comparaison, elle pique un petit peu. Magic, c'est de toute façon le meilleur meneur de tous les temps. Non pas parce que c'est individuellement un joueur incroyable, mais c'est ce joueur quand même qui a cette réputation et à l'unanimité de rendre les autres meilleurs. Et c'est ce qui est dans la définition du meneur de jeu. À l'époque des années 80-90, où chacun avait son rôle, eh ben Magic, c'est ce mec-là qui rendait les gens meilleurs. On finit un documentaire sur l'histoire du meilleur Lakers de tous les temps. Quand on est dans des interviews, forcément Magic revient. Et quand les gens un peu plus âgés que nous parlent de Magic, eh ben, ils nous disent c'est quelqu'un qui rendait les gens meilleurs. Alors bien sûr, il y a le sourire, il y a même le public et les médias. La diffusion de bonheur, voilà. Globalement, ouais. Il y a, je me souviens que Brad dit dans le documentaire, il dit... Brad Turner, journaliste du LA Times. Il feel you welcome, tu vois. Et chaque fois, tu as l'impression que tu es le bienvenu. Et sur le terrain, ben, ses coéquipiers, c'était ça. Il n'y a qu'à regarder des images. Et en ça, dans l'attitude, de toute façon, sans parler du palmarès, qui pour l'instant, ben, il est clairement à l'avantage de Magic, même si j'ai des sérieux doutes pour que Westbrook le retrouve. Mais dans l'attitude des deux, il y a aussi une énorme différence. Il y a un joueur très fermé, très intérieur, très nerveux. Et tu as un joueur finalement, et tu as l'autre, à côté Magic, le sourire, le smile, la classe, ça se sent. Voilà. Absolument. Alors c'est vrai que sur la vision globale, je te rejoins. Et dans donc, le style de jeu, alors évidemment, l'époque a un peu changé. Mais ce qui est incroyable avec Magic Johnson, c'est que évidemment, il n'a jamais fait de saison à plus de 30 points de moyenne. C'était pas du tout sa force principale. Mais lorsqu'on voit le pourcentage d'utilisation qu'il a dans un match et son nombre de passes, on se rend compte que voilà, 40%, c'est-à-dire que 4 actions sur 10, il va réussir même une passe décisive pour un de ses coéquipiers avec finalement peu de ballons. Magic, on a surtout en lui en tête évidemment son jeu sur transition, ses contre-attaques, mais aussi un jeu post-up qui lui permettait d'utiliser sa taille, parce qu'il faisait 2,6 m, ou alors d'aller faire des petites passes D sur des mecs qui coupent. Donc c'est un style de jeu qui n'a absolument rien à voir. Et puis ce qui est intéressant, on pourra dire la même chose avec Oscar Robertson, c'est que Magic a trouvé un vrai duo. A eu un vrai duo tout au long de sa carrière. Le même mec qu'Oscar Robertson. Le même mec qu'Oscar Robertson, donc Karim Abdul-Jabbar. Et c'est vrai que Magic, très tôt dans sa carrière, il arrive, Karim est là quasiment jusqu'à la fin, puisqu'il restera jusqu'à la fin des années 80. Donc Magic a eu ce duo-là. Il avait aussi une énorme équipe, peut-être l'une des top 5 équipes de tous les temps, très bien coachée. Pour l'instant, Russell Westbrook n'a pas eu ça. N'a jamais eu la chance d'être dans une équipe comme ça. Voilà, n'a pas eu la chance, ou en tout cas, il s'est flingué. Il s'est flingué. On peut en débattre. En tout cas, Magic a trouvé son duo avec Karim Abdul-Jabbar, l'un des meilleurs pivots de tous les temps. Et ça, quelque part, c'est aussi une vraie différence. Il y aura un truc très intéressant sur le fait que ce sont des meneurs de jeu. Et lorsque tu as un très fort intérieur, eh bien ton ratio de passes décisives augmente drastiquement. Russell Westbrook a augmenté ses passes quand Steven Adams est devenu Steven Adams, donc un joueur dominant à l'intérieur. C'est plus difficile de faire des passes décisives lorsque ton acolyte est un joueur extérieur. Je pense évidemment Kevin Durant. Parce que par définition, les paniers proches du cercle, il y en a plus souvent et ils sont beaucoup plus efficaces. Westbrook a 30 ans et c'est déjà son 3e duo au moins depuis qu'il est dans la NBA. Donc Kevin Durant, Paul George, et maintenant James Harden. Et c'est vrai que Steven Adams a amené beaucoup de choses, mais dans l'option numéro 1 ou 2, peu importe, dans son duo direct, en tout cas, c'est vrai qu'il est souvent avec des joueurs extérieurs. Tout à fait. Allons sur Oscar Robertson, puisque la question qui nous taraude aujourd'hui, c'est est-ce que Russell Westbrook est capable d'aller chercher Oscar Robertson avec ce nombre donc, de records de triple-double dans une saison, dans une carrière, pardon. Donc regardez les comparaisons. Oscar Robertson a joué 200 matchs, 220 matchs, 217 matchs pour être très précis, de plus que Russell Westbrook. Il y a 42, j'arrive pas à compter aujourd'hui, 38. C'est pas moi qui vais t'aider, hein. Incroyable, 40, 79, ça fait bien 42, je suis pas fou. 42 triple-double d'écart. Donc la question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'il est capable, Russell Westbrook, d'aller chercher cette performance. On va aussi parler du style de jeu et des comparaisons des deux. Mais alors, quand tu vois ça comme ça, Erwan, est-ce que Russell Westbrook, là, en 4-5 années, est capable de faire 40 triple-double? Oui, mais clairement. Oui. Clairement, quand on sait que sur les dernières saisons, il finit 3 fois la saison en triple-double de moyenne, évidemment qu'il est capable d'aller chercher. Après, j'ai envie de te dire que
J'espère pour lui que L'essentiel est ailleurs. que l'essentiel est ailleurs. Exactement. Maintenant, moi, je pense qu'il a clairement ça dans les pattes. Là, on voit déjà, j'avais quelques doutes sur sa pré-saison. Bon, apparemment, il était vraiment venu en tongue en pré-saison. Il commence très fort cette saison. Son pote, un petit peu moins, on y reviendra tout à l'heure. Mais oui, pour moi, il a clairement dans les jambes et dans les mains de quoi aller taper sur un record incroyable déjà que celui d'Oscar Robertson. On rappelle Il est même capable de l'exploser. Hein. Oui, de taper peut-être, pourquoi pas, 200 triple-double. On rappelle que lors de son année où il est MVP, où il est la première année avec OKC où il est en triple-double, il fait 41 triple-double. Donc un match sur deux, Russell Westbrook est en triple-double. Tu peux nous remettre, s'il te plaît, ce tableau, mon cher Tom? On va aller justement dans la comparaison entre ces deux joueurs. Il y a un truc qui est très intéressant, c'est donc le nombre de points par match des équipes, mais surtout le pace qui a énormément évolué entre la fin des années 70 et même encore plus en 62, où il y avait énormément de possessions dans les matchs, comparé à aujourd'hui. Alors regardez, au début, fin des années 90 et les années 2000, ça jouait vraiment très lentement. L'attaque en triangle, on l'a en tête. Quand on voit les matchs de Jordan, quand on voit les matchs de Kobe et Shaq, c'était très refermé, c'était très lent, il y avait peu de contre-attaques. Aujourd'hui, le jeu a énormément réévolué vers de la transition à outrance. Exactement. Les années 60, les années d'Oscar Robertson, début 70, comme tu le disais, il y a énormément de rythme. Il n'y a pas de ligne à 3 points. Non, il y a pas de beaucoup de courses. Il y a énormément de rythme. On a tendance à croire l'inverse parce que logiquement, on se dit qu'à ces années-là, mais non, en fait, c'était pas du tout le cas. Ça courait énormément. Il y a eu un vrai ralentissement du jeu dans les années un peu 80, 90, 2000. Enfin, 80 encore avec le Showtime, c'était un contre-exemple, mais 90, 2000, tu as raison. Les finales des Lakers avec le Shaq, on voit Ron Harper monter la balle. Complètement. Il a donné la balle au grand, et vas-y, joue mon grand. Il n'y a pas de mec qui te met des sûr. pressions tout terrain, donc c'était un autre basket. Et là, c'est vrai que maintenant, avec cette ère Russell Westbrook, où tous les joueurs sont moins volumineux et sont plus affûtés, on a retrouvé un pace assez incroyable, ce qui profite complètement à un mec comme Russell Westbrook. Au style de jeu de Russell Westbrook. Tout à fait. Au style de jeu de Russell Westbrook, on pourrait imaginer qu'un gars comme Oscar Robertson se serait éclaté au vu de son physique et au vu de ses qualités. Je regardais juste vite fait pour clôturer cette affaire de pace. Les Houston Rockets, attends, je regarde un truc. Le plus haut taux que j'ai vu pour le pace lors d'une saison NBA, c'est les Lakers 60-61. Ils sont montés à 124,9. C'est juste pour vous donner un nombre comme ça, une idée de ce qu'il se passait dans ces années-là. Allons donc, continuons dans la comparaison entre ces deux joueurs-là. Mine de rien, ils se ressemblaient pas mal. Deux forts scoreurs. Oui, énorme scoreur. Énorme scoreur. Meilleur scoreur que Magic. Les deux étaient meilleurs scoreurs que Magic et deux mecs qui ont fait les saisons à plus de 30 points. Magic était très 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 loin de tout ça. Oscar Robertson, saison rookie, c'est 30,5 points. Pas mal. Histoire de dire bonjour, j'arrive, je suis prêt à jouer. C'est clair. Deuxième saison, écoute, 30,5, j'ai fait un peu mieux, je fais 30,8. Derrière 28,3, 31,4, 30, voilà, 30. Et puis c'est sur la fin où sur ces ICO, et c'est juste à partir, donc après quasiment plus de 10 ans de carrière, qui descendra sous les 25 points, il ira carrément à 19, il finira quand même. Carrément à 19, je prends. Donc, tu vois, il finira donc sa dernière saison à 12,7 et il finira quand même en moyenne à 25,7 points de moyenne avec, je te dis, plus de ces plaintes, au moins. Pardon? Là, je veux dire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apparemment, tu as oublié un mot par phrase. Ouais, 6 saisons à plus de 30 points. De 30 points. De 30 points pour Oscar Robertson. Il y avait un truc qu'on voulait absolument faire, parce que c'est vrai qu'Oscar Robertson, on a vu beaucoup de highlights. J'ai vu, moi je pense dans ma vie, 1 ou 2 matchs de ces années-là avec les Bucks, mais on ne pouvait pas suivre comme on suit aujourd'hui, je ne vais pas vous l'apprendre. Il n'y avait pas d'NBA League Pass. C'est bien dommage pour découvrir ou redécouvrir ces années-là. Mais on s'y est intéressé depuis qu'on suit le basket, et on voulait absolument parler du pace et du fait qu'il y avait beaucoup de changements de rythme dans les matchs. On va aller dans la comparaison entre ces trois, on voulait le faire, et on va décomposer ça en 4 parties. Le scoring, donc voilà, qui était le meilleur marqueur, le meilleur score des trois, la passe, le rebond, et qui avait le meilleur impact sur son équipe. Allons sur le scoring, tu y as un peu répondu. Quand tu fais 6 saisons à plus de 30 points par match, c'est difficile de dire que Oscar Robertson n'est pas le meilleur scoreur, en tout cas le meilleur attaquant des trois. Je pense que c'est le meilleur attaquant des trois, clairement. Les stats parlent pour lui. Il était considéré, et puis n'oublions pas non plus qu'en université, c'était un tueur. N'oublions pas qu'il y a un trophée de meilleur joueur de Division 1 des joueurs qui s'appelle le Oscar Robertson Trophy. Donc voilà, Oscar Robertson, oui, est le meilleur scoreur des trois. Alors Russell Westbrook n'est certainement pas loin derrière, parce qu'on a vu aussi lui aussi des saisons à plus de 30 points. Je suis pas capable que je pense pas que Westbrook soit capable sur une saison, sur une carrière entière comme aussi longue que celle d'Oscar Robertson, qu'il soit capable de mettre des saisons à plus de 30 points, 6 saisons à plus de 30 points par match. J'ai du mal à imaginer Westbrook. C'est des stats un peu à Jordan. Après, là où je te rejoins, c'est que quand je pense à sa saison à plus de 30 points par match, donc là, quand il est en triple-double, c'est une saison excès.
C'est une saison hors norme, excès. C'est-à-dire que, bah oui, il fallait qu'il prouve, après le départ de Kevin Durant, Russell Westbrook, qu'il était le meilleur de la ligue, qu'il pouvait porter une équipe, et ainsi de suite. Et donc, il a croqué de fou. On se rappelle qu'il a un pourcentage tout à fait, petit, notre ami Westbrook, pendant qu'on est en train de voir ses stats cette saison, qu'il est à 28% de usage percentage, donc il est 38e de la ligue. La saison dernière, il était 14e avec plus de 30. Et la saison où il est MVP, c'est complètement fou. C'est peut-être le plus haut taux de l'histoire. On l'avait fait cette vidéo. D'ailleurs, on va la remettre en bandeau si ça vous intéresse. Plus de 40% de ballons utilisés lorsqu'il est sur le terrain. Un ballon sur deux, presque un ballon sur deux, était utilisé par Russell Westbrook, soit pour aller scorer, soit pour faire une passe décisive, soit pour créer quelque chose pour quelqu'un d'autre. C'est complètement démentiel. C'est complètement démentiel de voir ce type de... Tu parlais des pourcentages, et les pourcentages sous les yeux, si tu veux, d'Oscar Robertson, Bien sûr. quand même très propre. Donc quand il fait 30,5 points de moyenne, il est à 47,3% de réussite. C'est bien. La saison d'après, quand il est quasiment à 31 points, il est à 47,8%. Il montera même à 51,8%, donc quasiment 52%, quand il mettra 28,3 points par match. Donc c'est un mec aussi qui avait beaucoup moins de déchets dans le... Alors, les défenses n'étaient pas les mêmes, certes, Bien sûr. mais il y avait quand même beaucoup moins de déchets. Et de toute façon, Oscar Robertson est reconnu aussi pour être un joueur d'une justesse rare. Tout à fait, tout à fait. Et à contrario, je mets les stats de Westbrook. En carrière, il a 43% au tir. Et l'année où il est fabuleux, il est à 42,5% au tir. Alors, on a très peu parlé. Oscar Robertson est à 48,5. C'est ce qui est beaucoup pour un meneur de jeu. Il n'y a que Tipeee, de toute façon, qui a plus de 50%. Pour clôturer tout ça, on a mis Magic un peu de côté sur le point de vue scoreur Scoring. pur. On dit qu'Oscar Robertson est le meilleur scoreur des trois. Oscar Robertson est le meilleur scoreur des trois. Westbrook est le deuxième. Attention à Magic quand même. Souvenons-nous quand même qu'il est capable de mettre 42 points en finale NBA pour les gagner un titre avec les Lakers, son premier titre face aux Sixers. Magic, quand il a fallu scorer, quand il a fallu mettre le bleu de chauffe, quand il a fallu se réinventer par moment, il a toujours su le faire. Maintenant, son kiff à lui, et même je crois que la meilleure manière qu'il avait de diffuser, C'était d'inclure les et on va y autres. arriver, c'était d'inclure les autres, et donc surtout par la passe. Après, c'est quand même un mec qui a 19 points par match sur sa carrière, Tout à fait. avec largement plus de 10 passes. On est bien. Non, mais de toute façon, on n'est pas en train de dire que Magic est nul en attaque. On dit qu'il est juste moins fort que les deux autres. Allons sur la passe décisive. Et là, comment ne pas dire que Magic est le meilleur passeur des trois? Alors non, il n'est pas le meilleur passeur de l'histoire. C'est John Stockton. En nombre. En nombre, c'est John Stockton, au vu de sa longévité et du fait. John Stockton qui est à Cholet ce week-end. Ah bon? Ouais, Son frère et son fils qui joue? Son frère. David. Parce que son fils joue à Cholet, et donc il a passé une semaine à Cholet, et il paraît qu'il allait voir son fils toute la semaine. Il était tout en haut de la Mailleraie. Il a refusé toutes les interviews, parce que je pense que c'est un mec qui n'a pas envie de raconter, qui n'a pas envie de s'emmerder. Il est juste venu voir son fils. Mais voilà, pour la petite info, c'était marrant d'imaginer John Stockton à la Mailleraie à Cholet. Ouais, c'est clair, si des Choletais y étaient et l'ont croisé, n'hésitez pas à nous raconter des petites anecdotes dans les commentaires, on s'en régale. Donc oui, Magic est considéré comme le meilleur meneur, tu l'as dit, de tous les temps, meilleur passeur aussi. J'ai du mal à ne pas le mettre là aujourd'hui premier de ces trois, parce que de toute façon il est premier all-time, et il avait cette faculté vraiment à trouver des passes, donc on l'a dit dans la contre-attaque, ces highlights, on les a tous vus des milliards de fois, les passes, des machins, des trucs, mais les souvenirs aussi que j'ai, c'est avec la Dream Team, où il est clairement sur la fin, et ben il continue à diffuser autant que lorsqu'il était à son top 5 ou 6 ans plus tôt. La passe est ce qui caractérise en premier lieu Magic Johnson, avec le smile. Ben, c'est le basket, quelque part aussi, la passe, c'est se passer la balle, le passing game. Souviens-toi que dès que ça va mal dans les matchs, les coachs prennent un temps mort, qu'est-ce qu'ils te disent? Passez-vous la balle, ils te remettent des systèmes. Pourquoi? Pour qu'il y ait du passing game sur un système. Voilà. Et lui, il avait ça en lui. Il avait ça en lui d'impliquer tout le monde. Bon, il avait une équipe de mutants autour de lui, certes, mais il a toujours cru d'abord en ça. Courez avec moi et ça va bien se passer. Et crois-moi que les mecs, ils l'ont cru. Ils ont couru 2 fois, ils ont eu la balle dans les mains, ils ont mis des dunks dans les gueules. Ouais, c'est clair. Je cours avec lui, peut-être qu'au lieu de tourner à Les 4 James fois par match, Worthy, les AC Grill, les Byron Scott, ils avaient juste courir, il y avait des lay-ups. Michael Cooper, Ouais, Michael voilà, il y en a Cooper. plein, tu vois. Ouais, c'est clair, c'est Et puis, clair. évidemment, Karim. Hein. Oui, bah Karim, Accessoirement. accessoirement, il y a très peu de comparaisons à faire. Oh, juste... c'est celui qui avait ça. Alors attention, hein, pareil, Oscar Robertson n'est pas très loin, parce que lui aussi était quand même un sacré passeur quand on regarde un petit peu les matchs vintage comme nous offrait un petit peu NBA TV à une époque. Ouais. Mais quand même dans le rythme, puis dans la passe aussi efficace. Il n'y avait pas que le showtime de Magic, certes, il y avait ça, mais il y avait aussi une efficacité. Quand Magic il faisait feinte là et qu'il te la mettait là, c'était passe 2 points. C'était pas passe en touche, excuse. Voilà, il y avait aussi. C'est important de voir le déchet par rapport au non-déchet. Et là-dessus, c'était parfait, quoi. Alors, au scoring, Oscar Robertson est premier. À la passe, Magic est premier. Au rebond, alors c'est plus difficilement quantifiable, puisque Oscar Robertson, encore une fois, on n'a pas vu énormément de matchs de lui. Donc, ce que je vois, ce sont des stats. C'est que
Voilà, il est parmi les tout meilleurs. Magic Johnson n'a jamais fait de saison en triple-double. Lui, comparé aux autres, il a quand même fait une saison, j'étais obligé de la citer celle-là, pendant que Benny est en train de se barrer. Cette saison, 81-82, il a que 22 ans, il a 18,6 points, 9,5 passes et 9,6 rebonds. Dommage. Il fera une saison à 23 points, Magic. Il fait une saison à 23,9 points. En 86-87, il est MVP, 12 passes et 6 rebonds. Pas mal. J'ai envie de dire que sur les trois, et j'ai un petit, dites-moi, les plus anciens, mais bon, c'est compliqué. J'ai envie de dire que le meilleur athlète des trois est Russell Westbrook. Donc, de facto, j'ai l'impression que c'est le meilleur rebondeur aussi. J'ai l'impression aussi. Après, il aime bien aller les gratter, il aime bien aller les chercher aussi. Donc, j'ai envie de dire que pour ces deux éléments-là, c'est peut-être lui, c'est certainement lui le meilleur rebondeur des trois. J'ai la même sensation que toi. Il a cette qualité physique incroyable à aller chercher des rebonds très hauts. Alors, on a toutes ces images où parfois ses coéquipiers faisaient des box-out pour qu'il aille prendre ses rebonds et qu'il accomplisse des triples-doubles. Non, arrête. Après, tu vois, on aurait pu mettre Magic par sa taille et par son profil costaud. On aurait pu imaginer que Magic soit le meilleur rebondeur des trois. Ouais, après, il s'en faisait pas une. par contre, Magic, je pense que Magic, c'est le moins bon rebondeur des trois. Alors dans les stats, forcément. Dans les stats, mais après, quand t'as Karim à côté de toi. Voilà, ça. Il y avait quand même Rambis, Icy Green, il avait quand même Michael Cooper qui était grand. Tu vois, ils avaient une équipe de très grands. Donc, et une fois de plus, on est dans ce basket où chacun son rôle. Et Magic, on lui disait pas, va te mettre à la mine. Au rebond, au contraire. Nous, on prend le rebond, outlet, boum, outlet, et là, d'un coup, on va courir avec toi. Donc, il y avait avec Pat Riley, dans cette époque-là aussi, chacun avait son rôle. La stratégie était très différente. Voilà. Donc, alors qu'aujourd'hui, on a plus tendance, par exemple, à faire rebond Russell Westbrook coast to coast où je provoque quelque chose derrière. moi, on ne me lavera pas l'idée qu'une passe de contre-attaque ira toujours plus vite que le dribble. Ça c'est clair. Une passe de 3 mètres, ça donne du rythme à un mec qui est déjà en mouvement, même si on voit par LeBron notamment que le coast to coast aura, ou Yanis ou Pascal Siakam auront toujours de belles heures devant eux. Alors on dit que scoring Robertson, passe Magic. On va donner rebond Russell Westbrook. Mais la chose qui nous intéresse le plus, c'est donc l'impact sur son équipe et donc sur ses résultats. Et là, malheureusement, certes, Russell Westbrook est donc deuxième au triple-double dans l'histoire, mais Russell Westbrook paye clairement la comparaison avec les autres là-dessus. Mais je vais te dire, je vais aller même plus loin. Il paye la comparaison avec ces deux-là, et je vais un petit peu élargir le débat. Mais quand je vois un Jason Kidd, tu vois, qui, pareil, était un maître du triple-double, il y avait un truc où il emmenait son équipe avec lui, où ses coéquipiers le croyaient vraiment en lui. Alors, on va certainement débattre dans les débats, dans les commentaires, et c'est toujours intéressant. Mais c'est le vrai point noir côté Westbrook, c'est finalement, il fait des triples-doubles, mais un mec comme Robertson rendait son équipe meilleure, un mec comme Magic rendait ses coéquipiers meilleurs, un mec comme Jason Kidd rendait son équipe meilleure, LeBron, j'en parle pas. Mais est-ce qu'aujourd'hui, autour de Westbrook, sur cette question-là, il y a toujours un vrai point d'interrogation? On peut me dire ce qu'on veut, les playoffs, ça fait 3 ans qu'on les voit. Il a voulu s'émanciper, enfin, quand Kevin Durant, il a voulu prendre la main d'une équipe, finalement, le projet, il a duré 2 ans et demi, 3 ans. Ça a explosé en vol parce que plus personne n'y croyait. Il y a un vrai point d'interrogation autour de Russell Westbrook. Est-ce qu'il rend vraiment les autres meilleurs? C'est une question, en fait, il répond évidemment en le disant comme ça. Russell Westbrook a 31 ans et il y a 3 ans, on pouvait encore se dire, ça y est, il a fait ses statement season, donc des saisons incroyables dans l'histoire et tout. Est-ce que son jeu va évoluer comme les plus grands sur son poste avant lui vers de la justesse, un feeling plus évolué, par exemple, des trucs très simples, mais le 1 contre 3 en contre-attaque, en fait, à 31 ans, quand tu es aussi fort, on devrait même plus le voir. Ah oui. On devrait même plus le voir. Je dribble sur mon pied, je fais des passes dans les tribunes, et ça arrive. C'est arrivé en tout cas jusqu'ici du côté de Casey. Difficile de savoir ce qu'il se passera avec James Harden aux Rockets, mais quand on fait la comparaison avec les deux autres, Magic qui est un monstre de justesse dans le jeu, eh bien il paye la comparaison. Après, on peut se poser la question aussi de la structure d'équipe autour de lui et du coaching. Et on l'a dit un peu tout à l'heure, mais c'est vrai que si tu as Karim Abdul-Jabbar dans ton équipe, ça peut décanter 2-3 trucs, quoi. Coaché par Pat Riley. Ça peut décanter de 3 trucs. Non, mais c'est sûr qu'on peut pas lui tomber dessus. Mais c'est pour ça que cette vidéo elle est archi intéressante à faire sur tous ces monstres de triple-double qui étaient Robertson, Magic, mais même allons sur Jason Kidd, allons sur LeBron James. Moi maintenant, c'est vraiment et parmi tout ce groupe-là, pour moi je le mets encore à part parce que quel est le point? Et si on revient sur les trois, Oscar Robertson il est MVP, Magic est MVP, Westbrook est MVP. Très bien, les trois ont été meilleurs passeurs. Westbrook et Robertson ont été meilleurs scoreurs. Qu'est-ce qui les différencie surtout, les trois? C'est un titre de champion. C'est un titre de champion. Et tu l'as dit, 31 ans, il est dans l'âge où aujourd'hui, il doit avoir un style de jeu qui doit lui permettre d'être champion. Je ne suis pas convaincu, ou au contraire si, je suis convaincu que ce style de jeu-là ne lui permettra pas d'être champion.
Quand tu dis ce style de jeu-là, jusqu'ici, Cette espèce c'est-à-dire de... Même, tu vois, j'ai regardé encore son triple-double face aux Pelicans, où il met encore énormément de rythme. C'est du Westbrook. Je ne crois pas que dans le basket d'aujourd'hui, quand je vois les concurrents directs, je ne suis pas sûr que ce basket-là, son style de jeu-là, puisse l'amener un jour à un titre NBA dans ce rôle-là, en tout Est-ce cas. qu'on pourrait aussi imaginer et dire que Russell Westbrook donc, n'a jamais été dans des équipes aussi fortes, encore que le OKC, là, quand il gagne 3-1 en finale de conf face aux Warriors, à ce moment-là, c'est la meilleure équipe des playoffs. Bon, bref. Est-ce qu'on peut aussi se dire que les triples-doubles qu'il fait depuis ces saisons dans des équipes moins fortes que les autres, enfin les deux autres, c'est des prouesses? Mais c'est des prouesses. Ce que fait Russell Westbrook, c'est incroyable. D'ailleurs, on va prendre cette déclat. Je sais que désormais, réussir un triple-double paraît normal. C'est ce qu'on dit, il a banalisé ça. Mais je mets beaucoup de fierté, d'énergie et de sacrifice Pour me préparer, et être compétitif chaque soir. C'est une chance d'être dans le livre d'histoire. Je n'ai jamais l'occasion de réfléchir à ce que je réalise. Là, je vais prendre une seconde pour le faire. Très bien. Et dans les livres d'histoire, c'est incroyable. Mais est-ce que dans les livres d'histoire, justement, il va rester comme un mec qui faisait des prouesses individuelles? Ou est-ce qu'il va aussi se dire, c'est un mec qui faisait des prouesses individuelles et qui a permis des prouesses collectives? Aujourd'hui, pour moi, le livre d'histoire, il y est, mais c'est à la page prouesse individuelle. Dans la prouesse collective, il n'y est pas. Et j'ai peur qu'il n'y soit jamais. Et que du coup, qu'on garde de Russell Westbrook une image d'un athlète incroyable, d'une énergie incroyable, mais qui finalement n'a jamais gagné. Comme d'autres n'ont jamais gagné pour d'autres raisons. Mais ces mecs-là, tu vois la différence entre je gagne, je suis fort, mais je gagne pas. Il change de catégorie de toute manière. Voilà. Il sera Hall of Fame, on s'en souviendra toute nos vies. Il a beaucoup de fans parce que c'est un joueur à part. Mais c'est vrai que là, quand on commence à comparer les joueurs un par un, quand tu vois 3 sorties au premier tour des playoffs ces dernières années alors qu'il est numéro 1, par exemple, il passe de 5e, 6e meilleur joueur de la ligue à 11e, plus dans le top 10. Nous, on l'a pas mis dans le top 10 cette saison. Et sur tous les autres, les Bleacher Report, les ESPN, les The Athletic, tous les autres grands, enfin les grands médias américains, eux aussi l'ont enlevé de leur top 10. On peut se projeter sur la suite. Ouais, alors je voulais juste finir avec une comparaison. Jason Kidd, par exemple, à son prime, fait 2 finales NBA, mais n'est pas champion. Mais dans sa fin de carrière, il a su se réinventer pour aller avoir un second rôle et gagner avec Dallas. Ah, pas avec les Knicks, hein. Non, avec Dallas. Est-ce que Westbrook, je suis aussi curieux de voir sa fin de carrière, et ça fait une belle ouverture pour voir son association avec Harden. Je suis curieux de voir un petit peu lui, comment son rôle en vieillissant peut aussi évoluer. Est-ce qu'il pourrait avoir peut-être des rôles moindres, mais importants pour gagner un titre? Absolument. Alors, allons on les voit justement là sur le plan large, Russell Westbrook et James Harden, deux grands copains. Il y a un truc important à dire, c'est que Russell Westbrook est apprécié par ses coéquipiers en règle générale, même si vis-à-vis des journalistes, il y a une vraie défiance. Il a toujours des trucs hyper positifs vis-à-vis de ses coéquipiers. C'est important à dire. Surtout Enes Kanter. Enes Kanter l'adore. Ça n'est jamais remis. Absolument. Allons sur. Donc, ils ont joué 2 matchs. Tout à l'heure, je disais, ils ont enchaîné les victoires. Bah non, effectivement, ils ont joué 2 matchs. Ils ont perdu le premier, ils ont gagné le deuxième au moment où on enregistre cette vidéo. Alors, d'abord, enlevons la pré-saison qui était une catastrophe. Sur ces 2 premiers matchs, comment tu ressens les premiers pas de ce duo? Il se marche dessus, j'ai l'impression. J'ai quand même l'impression qu'il se marche dessus. Je trouve un Westbrook plutôt. Westbrook, il fait du Westbrook, un peu, de manière un peu. Et c'est Harden, finalement, qui a l'air un petit peu plus frustré. Bizarrement, j'aurais parié sur l'inverse. Et en fait, c'est. Alors, 2 matchs. Hein, c'est vraiment un échantillon dérisoire. C'est complètement anecdotique. Mais en tout cas, sur les 2 premiers matchs, j'ai trouvé un Harden frustré, un Harden qui se cherche un petit peu. Et un Westbrook, lui, qui fait du Westbrook. J'ai l'impression qu'en fait, finalement, Westbrook, tu peux le mettre n'importe où, il fera du Westbrook. Moi, le truc de leur association, et je regarde les stats, c'est vraiment sur 2 matchs, échantillon de 2 matchs, il n'y a aucune conclusion hâtive ou je sais pas quoi, on parle juste de ce qu'on a vu, juste par curiosité, enfin par intérêt là, je suis allé regarder le pace par rapport à l'année dernière. L'année dernière, on a tous en tête que les Rockets jouent vite, et ben en fait, ils sont très bas dans le pace par rapport à la NBA actuelle, c'est à 97,9. Là, sur les 2 premiers matchs, ils sont à 111. Donc, on peut voir une corrélation directe entre le fait que Russell Westbrook soit dans l'effectif par rapport à la saison dernière. Russell Westbrook, on le sait, est un joueur hyper explosif, hyper nerveux, donc qui va décanter des choses par la course. Son triple-double nous a montré ça. Là où je te rejoins, je dirais pas qu'il se marche dessus, je dirais qu'ils jouent l'un après l'autre. C'est ça. L'un après l'autre, et en fait, nous, chacun son tour. Enfin, les fans des Rockets et ceux qui suivent la NBA, en fait, on aimerait qu'il y ait une réelle entente dans l'effectif. Et là, aujourd'hui, tu te souviens de ses débuts avec Chris Paul? On avait vu une entente. On sentait que c'était pas chacun son tour, que les deux se trouvaient, qu'il y avait des passes de l'un pour l'autre et que chacun c'était.
chacun avait son moment, sa place, et que les deux arrivaient à être ensemble. Là, j'ai l'impression que tu as raison, que c'est vas-y à toi, ben maintenant c'est à moi. Vas-y, c'est à toi, maintenant c'est à moi. Alors, sur le talent, ça peut marcher pendant la saison régulière, mais on sait que leur rendez-vous à ces deux mecs-là, il est en play-off. On va voir comment ça évolue. Ça ne doit pas être simple non plus de mettre en place des systèmes pour que ces deux mecs-là, en même temps, puissent exister. Maintenant, tu as deux MVP dans ton équipe et ça serait bien quand même qu'ils jouent ensemble parce que quand on voit certaines équipes déjà en place, il va falloir que ces mecs-là jouent ensemble et pas chacun leur tour. Absolument. Et ça, ils ont le temps de mettre en place. On se rappelle que l'année dernière, Ouais, ça va vite. les 2 premiers mois des Rockets, c'était horrible avec des blessures. Et puis finalement, ils s'y sont mis. Il y a un truc que je voulais absolument dire, c'est que Russell Westbrook ne doit surtout pas abuser du tir à 3 points. Sur le premier match, il est à 3 sur 7 au tir, à 3 points, ça va. 1 sur 3 sur le deuxième. Ça fait partie des facteurs très importants pour la bonne marche des Rockets. C'est qu'il limite ses tirs contestés à 3 points après des pics où le mec n'est pas dépassé, sur des pick and roll, sur du 1 contre 1, où le gars, il le cadre plutôt bien, il est capable d'en mettre. On l'a vu, j'ai toujours ce buzzer beater avec OKC à Denver, là, incroyable. Sauf que dans un effectif où il y a beaucoup de shooters, il y a beaucoup de spacing, la première chose à laquelle il doit penser, c'est d'aller agresser, d'aller au cercle pour trouver du kick ou d'aller. Je trouve qu'il l'a très bien fait. Sur le Pelicans, ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr, non, mais il ne faut pas qu'il aille dans l'excès du 3 points. On va pas se mentir, n'en déplaise à ses plus grands fans, c'est pas sa qualité première de mettre des tirs dans les poires à 3 points. Il est capable de le faire sur des fins de match parce qu'il aime ça, mais ce n'est pas sa qualité première. Et quand tu es entouré, Magic Johnson, c'était un mec qui shootait les pieds dans le ciment. Quand il était grand ouvert, il les prenait, mais il savait que sa qualité première, c'était d'aller défier les mecs et d'aller trouver des mecs. Alors à l'époque, ça shootait assez peu à 3 points. Byron Scott pouvait bombarder et James Worthy aussi. Mais voilà, il savait que sa qualité, pour que son équipe aille bien, c'était à lui d'aller fixer, donner ou pénétrer. Voilà, c'est aussi maintenant l'évolution qu'on attend de Russell Westbrook depuis le temps, c'est de faire ce qui est bon pour son équipe. En tout cas, sur ce match face aux Pelicans, je l'ai trouvé plutôt intéressant dans le drive and kick. Tout à fait. Prochain rendez-vous pour les Houston Rockets, c'est jeudi soir à 1h du mat. C'est contre les Washington Wizards. Si tard que ça? Ah non, pardon, non, contre le Oklahoma. Oklahoma, demain. C'est le prochain match. Et ensuite, c'est à Oklahoma? Non, c'est à Houston. C'est à Houston, mais oui, pardon. Donc contre Oklahoma à Houston, Russell Westbrook retrouvera ses anciens coéquipiers. Ce sera intéressant de voir comment il va jouer. Les bisous avec Billy Donovan et Steven Adams. On adore les retrouvailles quand elles sont très tôt dans la saison. On a fait le tour dans cette petite vidéo. On a parlé du monstre qu'il est sur les triples-doubles, de cette comparaison avec les meilleurs joueurs sur son poste et sur les triples-doubles. Et on a fait une petite projection sur la saison des Houston Rockets. On en reparlera dans la saison, j'en suis sûr, si ça va bien, si ça va mal, s'il y a des blessures. On ne leur souhaite pas, mais on verra ce que Mike D'Antoni proposera comme fond de jeu à cette équipe, même si c'est pas la qualité première de cette équipe, de ce coach en même temps. Voilà les amis, on vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve jeudi pour un nouveau First Day Show. Et honnêtement, on va voir ce qui va se passer d'ici là, mais on est chaud de parler des Warriors. On va parler des Warriors hier soir, moins 40 contre Oklahoma. Contre Oklahoma. Est-ce qu'Oklahoma enchaînera une deuxième victoire de 40 points à Houston? Peu probable, mais on se dirige doucement mais sûrement vers un débat sur les coéquipiers de Stephen Curry. Et d'ailleurs, parce que tous ceux, moi je les voyais plutôt beaux, trop beaux apparemment. Nous tous, hein. Il y a plein de gens qui ont dit mais non, vous allez voir. Et certains, je crois, qu'avaient raison, donc ça peut être intéressant de reprendre même des commentaires de pré-saison. Et parce qu'on a l'impression que finalement chez les Warriors, c'est une merde totale. Ça me rappelle un club de Ligue 1 du sud de la France qui me fait mal au cœur. Tout à fait. Merci à tous de nous avoir suivis. On vous souhaite une excellente journée et on se retrouve donc jeudi pour le First Day Show. Ciao.